Je me réveilla avec le soleil qui brillait à travers mes rideaux. J'étais pressé que la journée commence, je savais que Magali devait venir ce matin, pour prendre le petit déjeuner avec moi. On s'était parlé au téléphone la veille et on avait planifié ça. Mais je ne savais pas encore qu'à la nuit tombée ma vie allait changer. Ça a commencé comme une affaire de routine. Je n'ai jamais su dire non en particulier à une jolie femme. Je connais Magali depuis un bout de temps, et même si on fait comme si de rien n'était, on sait tous les deux l'effet qu'elle me fait. Et aussi l'effet que je ne lui fais pas, mais ça ne m'empêche pas d'y croire. Alors quand elle m'a demandé d'enquêter sur la disparition de Romain et Julie Moreau, deux jumeaux de sa classe car elle est institutrice, je lui ai promis de me renseigner un peu, quand j'aurai fini ma journée. Après tout, je suis détective. Les gamins n'avaient plus donné signe de vie depuis 3 jours, ce que Magali considérait comme parfaitement inquiétant, mais que la police trouvait parfaitement insuffisant, pour envisager de commencer à réfléchir à l'opportunité d'investiguer. Alors elle avait mené sa propre petite enquête préliminaire, appel, puis déplacement au domicile et au travail des parents, questionnement des voisins. Sans succès, aucun signe de vie à la maison, et personne n'avait vu ni les Moreau ni le chien, depuis le début de la semaine. Le patron du père était furieux, et les voisins n'en avaient rien à faire. Il faisait sombre quand je me suis garé devant chez les Moreau. Je n'ai pas cherché à être discret, je n'étais pas en planque. Par réflexe, j'ai vérifié que tout mon équipement de nuit était bien en place, lampe de poche, licence professionnelle et permis de port d'armes. Je ne m'étais jamais servi de mon arme, mais je me sentais mieux avec quand il faisait sombre. Je suis sorti de ma voiture, et je me suis avancé dans l'allée qui menait à la maison des Moreau. L'éclairage automatique s'est déclenché et une voiture était garée devant le garage. 2 sièges auto étaient installés sur la banquette arrière, c'était selon toute probabilité la voiture familiale. Mais les Moreau avaient pu partir avec un deuxième véhicule. Difficile d'être sûr, mais je commençais à ressentir une sensation bizarre, comme un léger frisson. Quand j'ai sonné, personne n'a répondu. J'ai fait le tour du pavillon, même dans l'obscurité j'ai vu que le jardin était vraiment bien entretenu. J'ai tenté d'apercevoir quelque chose par les fenêtres mais les rideaux étaient trop épais. Le mauvais pressentiment ne m'a pas quitté. Mon tour de la maison terminé, j'ai sonné à nouveau. Je m'apprêtais à repartir quand dans un réflexe à moitié inconscient, j'ai saisi la poignée de la porte d'entrée. À ma grande surprise, elle était ouverte. J'étais loin de me douter que j'allais vivre un enfer. Évidemment, je suis entré, précédé par le faisceau de ma lampe. J'ai immédiatement été saisi par l'odeur. Si vous avez senti une charogne une fois dans votre vie, vous ne risquez pas de confondre ça avec autre chose. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête, mais allez savoir pourquoi, je n'ai pas claqué la porte et appelé les flics. J'ai sorti mon flingue et je suis parti à la recherche des cadavres. Je savais que c'était une connerie, et même si j'avais peu de chances de tomber sur le meurtrier, j'allais massacrer la scène de crime. L'entrée donnait sur un couloir assez large, et il y avait un petit meuble et un porte-manteau mural. Sur le mur de droite, la lumière froide de ma lampe a révélé une photo familiale. On y voyait les 2 petits, les parents et un énorme chien, un genre de dog allemand tout en musclé en mâchoire, allongé devant les enfants. Je me suis dit qu'il fallait être sacrément déterminé, pour s'attaquer à une famille avec un chien aussi imposant. J'ai continué à avancer. Le couloir donnait sur un grand salon, j'ai tout de suite remarqué le désordre. Le sang au sol était comme un barbouillage géant, horrifique et grotesque. Et il y avait toujours l'odeur qui emplissait tout. Il fallait que je sorte de là, mais la puissance macabre de ce que je voyais et l'espoir de trouver quelqu'un en vie, m'empêchaient de fuir. Les corps des parents étaient derrière le canapé, au pied de l'escalier qui menait à l'étage. Le meurtrier s'était sauvagement acharné sur eux, comme s'ils avaient été dévorés, c'est là que j'ai entendu les bruits qui venaient d'en haut. C'était clairement un grognement animal, alors j'ai repensé au gros chien de la photo, et j'ai fait le lien avec la sauvagerie de la scène. J'ai commencé à avoir une idée de ce qui avait pu se passer là. Je n'avais pas encore terminé la mission que Magali m'avait confiée, alors je suis monté. J'ai essayé de marcher discrètement, l'escalier menait à un couloir décoré avec des dessins d'enfants. Il y avait du sang encore, et des morceaux de quelque chose que je n'ai pas cherché à identifier, tout est soudain devenu silencieux. Je me suis arrêté à l'écoute. Le silence s'est prolongé puis les grognements ont repris, venant d'une pièce sur la gauche. J'ai progressé doucement, le pistolet pointé vers la porte. Les grognements se sont arrêtés à nouveau. Je me suis avancé devant la porte, elle était entr'ouverte. De l'intérieur venait un bruit de mastication. J'ai donc poussé la porte et je me suis reculé,
mais ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Les deux jumeaux étaient penchés sur ce qui restait du grand chien. Le garçon a levé la tête vers moi, et il s'est mis à grogner. Sa sœur est restée concentrée sur sa tâche, la tête plongée dans la carcasse éventrée de l'animal. J'ai eu un vertige et je n'entendais plus que le son horrible des mâchoires de la fille. Finalement elle s'est interrompue, et ils me fixaient tous les deux leurs visages maculés de sang et de chair crue avec un regard un peu désolé, comme deux enfants surpris en train de piquer des bonbons. Je n'étais pas préparé à ça, j'ai eu une seconde d'hésitation, et le garçon en a profité pour m'attaquer. Le petit était rapide et a eu le temps de me mordre la main gauche, avant que je lui fasse exploser le crâne. La petite fille a poussé un hurlement et a tenté de se redresser, mais elle a glissé sur quelque chose de visqueux. Elle a basculé en arrière, sa tête a heurté le coin d'une commode. Il y a eu un craquement sec, son corps s'est affaissé lentement contre le meuble sur lequel elle venait de se briser le cou. La maison est redevenue silencieuse. J'ai repris ma respiration, et je suis resté sans rien faire pendant plusieurs minutes. Horrifié, je suis redescendu et je suis sorti de la maison. Alors seulement j'ai rangé mon flingue, j'ai allumé une cigarette, et je me suis mis à trembler. J'étais sous le choc, et même si le garçon ne m'avait pas mordu très profondément, ma main me faisait un mal de chien. Je n'ai pas réussi à appeler les flics, j'en étais incapable. Alors j'ai fait la chose la plus stupide de cette soirée, pendant laquelle j'avais pourtant accumulé les conneries de niveau mondial, je suis allé chez Magali. Je suis arrivé rapidement au carrefour des 3 routes, puis j'ai emprunté le sentier qui menait par la vallée sèche vers les hauts rochers, en m'arrêtant parfois en chemin pour voir si personne ne me suivait. Arrivé chez mon amie, elle s'est bien occupée de moi comme elle l'avait toujours fait, et elle m'a soigné la main. Mais après ça, alors que je buvais un remontant, j'ai senti un élancement terrible, comme si dans mon bras parcourait de la lave en fusion. Tout s'est brouillé, la douleur m'a transpercé. Des visions des 2 enfants en train de dévorer le chien m'ont assailli. C'était très réel et l'odeur était à nouveau là, dans le salon de Magali tout autour de moi. Alors j'ai eu envie de la manger, de goûter à sa chair humaine, comme les gamins avaient fait sur ce pauvre chien. J'ai fait un pas en avant, elle a eu un mouvement de recul. Puis je me suis jeté sur elle. On pourrait penser que je n'ai plus aucune lucidité, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Je suis encore parfaitement conscient, et je me rappelle de tout. Par contre je sens que ma volonté et mon libre arbitre s'affaiblissent, au fur et à mesure que la lave chaude de mon bras se déverse dans le reste de mon corps. Je sais ce qu'il me reste à faire, maintenant que tout est écrit. J'ai encore 4 balles dans mon chargeur, c'est beaucoup plus que nécessaire. Je vais mettre un point final à cette sale affaire, c'est le moins que je puisse faire pour Magali. Mais avant je vais en prendre une dernière bouchée, tout ça m'a vraiment donné très faim.